On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais. Tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Quelle perspective pour la Guyane en 2040? Des scénarios ont été proposés dans le cadre des rendez-vous du Césaire qui se sont tenus aujourd'hui à la CTG, une occasion de se projeter en présence des acteurs du changement. Des promesses qui ne seront pas tenues, c'est l'avis du syndicat UTG du Char quant aux annonces du président de la République sur la future construction des centres hospitaliers de Maripasoula et de Saint-Georges. Ils nous ont invités à une conférence de presse. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, la preuve avec les membres de l'association Adiavi qui se sont initiés à la vannerie amérindienne au sein du village de Yapara à Makuria. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette édition en direct sur Facebook et désormais sur Orange TV. L'idole des jeunes s'en est allé rejoindre les étoiles. Johnny Hallyday est mort des suites d'un cancer dans la nuit du 5 décembre à l'âge de 74 ans. Sa carrière exceptionnelle, 50 ans, et son charisme indéniable l'ont placé au panthéon des légendes de la musique française. Les Guyanais lui rendent hommage, Gaël Oassim. Ma chanson préférée de Johnny, c'est Allumer le feu. Allumer le feu, allumer le feu. Ça fait bizarre, on aurait dit que les gens sont éternels, enfin les chanteurs sont éternels, mais bon, avec la musique qui reste toujours dans nos cœurs, dans la tête, dans la vie de tous les jours. Votre chanson préférée de Johnny Hallyday? Pénitencier. C'est triste, on a grandi avec lui, mais malheureusement, on savait un petit peu la fin proche et c'est vrai que c'est une tristesse pour tout le monde. La nuit, pour nous deux, jusqu'à la fin du monde, retiens la nuit. On a tous dansé nos premiers slows avec nos petits amoureux sur Retiens la nuit. C'est une très belle chanson, écrite par Charles Aznavour. D'amour. Oh Laura. J'ai appelé ma fille Laura à cause de lui. Durant 50 ans de ma vie était cadencée au rythme de ses chansons et de ses succès. Vous savez, j'ai jamais acheté un disque de Johnny Hallyday, mais ce matin, j'ai versé une petite larme. J'ai pleuré parce que ça faisait partie de ma vie. Te regarder pousser me fera grandir. Quel projet pour une Guyane plus développée? Dans une vingtaine d'années, c'est la question posée et débattue par le Conseil économique, social et régional de la Guyane, des entreprises et des membres de la société civile. Ce matin, dans le cadre des rendez-vous du Césaire, Gaël Oassim était sur place. L'avenir s'écrit aujourd'hui. C'est ce qu'il fallait retenir de la conférence donnée dans le cadre des rendez-vous du Césaire ce matin à la CTG. Entre autres, l'émission de représentation de la société civile, le Césaire Guyane peut émettre des avis et s'autosaisir de toute problématique concernant la société guyanaise. Ce matin, c'était la restitution d'une étude prospective s'articulant sur la Guyane à l'horizon 2040. Nous avons mis en place plusieurs scénarios où nous imaginons ce qui peut se passer si justement nous ne restons pas vigilants sur les problématiques que rencontre notre territoire.
2040, c'est après-demain. Et donc, non, nous sommes vraiment dans le timing. Face au possible scénario catastrophe, le Césaire étudie les possibilités dans les domaines de la gouvernance afin de les améliorer. Des choix politiques qui vont être faits pour la Guyane. Nous proposons 4 chemins possibles. Il appartiendra à tout le monde de les analyser et de savoir si je prends ce chemin-là, voilà ce que je vais trouver au bout. Et si je prends l'autre chemin, peut-être qu'il est mieux, mais peut-être qu'il faut que je m'investisse plus dans tel domaine pour que ça marche et que la Guyane puisse se développer et puisse avoir un développement harmonieux avec une joie de vivre et une bonne entente entre l'ensemble des communautés. Si on ne prépare pas l'avenir, on ne va pouvoir que le subir. Donc il faut le préparer, il faut anticiper et arrêter d'agir dans le juste à temps ou comme des pompiers. Les résultats de cette étude sont disponibles dès aujourd'hui à l'ensemble des décideurs publics ou privés, mais également au grand public. Lors de sa visite en Guyane, le président Macron a annoncé la construction d'un centre hospitalier à Maripasoula et à Saint-Georges, une annonce jugée irréalisable par le syndicat UTG du Char, qui s'est exprimé ce matin durant une conférence de presse à laquelle Jonathan Lariot a assisté. Il était convenu que l'on puisse mettre en place un hôpital sur Maripasoula et un hôpital sur Saint-Georges. Par conséquent, pour nous, l'UTG Santé du Char, nous sommes quand même interpellés par l'absence d'expression et d'engagement des politiques de ces deux communes, Maripasoula et Saint-Georges, qui plus est du passage de M. Macron, président de la République, à Maripasoula, qu'il a annoncé officiellement qu'il n'y aura pas de construction d'hôpital à Maripasoula sous son quinquennat. Nous rappelons tout simplement que l'action syndicale a ses limites. Nous avons pu obtenir ces revendications. Il serait plus judicieux que les maires de ces communes puissent se rapprocher de nous. En tous les cas, nous allons les solliciter comme nous l'avons déjà fait, de façon à ce qu'on puisse partager avec eux tous les supports qui sont à notre disposition et leur permettre de construire les projets en termes de réflexion pour pouvoir obtenir cet hôpital sur Maripasoula et cet hôpital sur Saint-Georges. Quand on n'est pas investigateur de quelque chose et qu'on veut aller vers une cohérence, eh bien on s'associe avec ceux qui ont été investigateurs. Et c'est ça notre interrogation. Et ça en est où en sont les réflexions? Y a-t-il vraiment une prise de position politique? Et ces maires ont-ils saisi cette opportunité de pouvoir mener ce débat au sein de leur conseil municipal? Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Il y a quand même le docteur Belloni qui l'a dit. Pour qu'on arrive au bout de ces projets, il faut une volonté politique. Et nous ne voyons pas cette volonté politique. Direction l'Hexagone maintenant avec une sénatrice martiniquaise en prison. Mais pour la bonne cause, Catherine Conconne a visité la maison d'arrêt de Villepinte en banlieue parisienne afin d'en savoir un peu plus sur le module de respect, une aile particulière aménagée pour que les prisonniers puissent purger un peu plus librement leur peine. Un système qui pourrait être proposé dans nos prisons. Un reportage d'Éric Dupuis. Toujours en train de bosser, ils sont efficaces et moi personnellement ils m'ont rendu le séjour agréable. Merci chef. Merci monsieur. Pourquoi je vous ai payé là? Merci. En prison, libre de rire, de parler et de circuler. Ici c'est le MDR, le module de respect inventé en Espagne sous le nom de Respecto. Les 200 détenus qui y vivent doivent être sages, polis et faire des activités près de 25 heures par semaine. En contrepartie, ils ont la clé de leur cellule. Les détenus ont une serrure de confort, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont la clé de leur cellule, que nous avons évidemment bien évidemment également. Les détenus doivent s'autogérer. D'ailleurs, c'était assez drôle la première semaine de voir qu'il y a plein de détenus qui ont raté leur parloir, qui attendaient dans leur cellule que le surveillant vienne les chercher, alors qu'ils doivent se débrouiller tout seuls, comme dans une vie, j'ai envie de dire, normale. Une vie presque normale, accessible, après 3 mois de bonne conduite dans l'établissement. Le module de respect, c'est un art de vivre en prison nouveau, un contrat entre le détenu et la direction. À la moindre incartade, on rebascule en détention classique. Pour les surveillants, c'est aussi une nouvelle manière de travailler. C'est notre travail parce que en fait, les détenus ils sont autonomes, ils ont des objectifs, c'est un engagement pour venir sur le module. Donc du coup, ils travaillent sur des projets qu'ils créent, ça peut être des cours, ça peut être des activités sportives, ou tournois d'échecs, peu importe. Donc l'encadrement en fait, il diffère. 2 semaines après la visite du directeur de la prison du COS, Catherine Conconne a tenu elle aussi à découvrir le système Respecto. Vous avez dans cet établissement 4 bâtiments en fait, qui
qu'elle souhaite voir installée en Martinique plutôt que la construction d'une nouvelle prison. Petit arrivant de majeur, donc on a dû déplacer ici. Et donc dans ce bâtiment. La maison d'arrêt de Villepinte a 26 ans. Son taux d'occupation est de plus de 160% avec 980 détenus. Mais en 15 mois, l'aile du respect a bouleversé l'ambiance de l'établissement. La directrice estime à 200 000 € son coût par an. Restez avec nous à venir dans votre journal. Direction la Martinique avec la fête de la viande locale qui se tiendra tout ce week-end sur l'île. Et puis retour en Guyane avec une rencontre intergénérationnelle entre nos Gangans et des artisans amérindiens pour un moment unique de partage. Hier, ce sont 26 jeunes Guyanais qui se sont engagés dans l'armée de terre. Un record. Ils ont pris l'avion dans la foulée avant d'être affectés à leur régiment aujourd'hui. Quelles sont leurs motivations et qu'attendent-ils de cette nouvelle voie? Jonathan Lariot, qui a assisté à la signature de leur contrat d'engagement, leur a posé la question. Stylo à la main, ces jeunes Guyanais signent un contrat qui changera leur vie pour les prochaines années. Ils intègrent l'armée de terre. J'ai déjà eu l'expérience du RSMA qui m'a beaucoup plu et qui par la suite m'a fait faire ce choix. Donc un nouveau départ peut être bien, mais je fais quelque chose que j'aime. J'ai choisi quelque chose que j'aime et voilà. Pour moi, je m'envisage en bien, ça va être un plus pour moi. D'autant plus que là, j'aurai la possibilité de voyager plus, d'être un peu plus dans le cœur du métier de militaire. Donc pour moi, c'est un vrai plus. Oui, pour moi, c'est une passion. Pour moi, c'est une vocation, c'est quelque chose que j'aime. Cette salle pleine de 26 jeunes était un vrai record de candidatures reçues en l'espace d'un mois. Plus encore, ces recrues font partie de l'élite du recrutement. Ils ont passé des évaluations, des tests psychotechniques, des tests de logique, qui ont eu pour but de les profiler, d'évaluer quelles étaient leurs qualités dans différents domaines, pour nous ensuite nous permettre de les mettre, de leur proposer différents postes. Ces dossiers de candidature sont envoyés à une commission nationale qui est située à Paris et qui va, sur l'ensemble de candidats pour un poste, décider quel est le candidat sur ce poste qui a le meilleur profil. Ça veut dire aujourd'hui que les 26 jeunes qui signent un contrat ont été dans 26 cas les meilleurs dossiers qui ont été proposés par l'ensemble des CIRFA de métropole et de l'outre-mer. Ouais. Dès aujourd'hui, les jeunes commenceront leur nouvelle carrière, au front, en bureau ou dans bien d'autres domaines. Ils appartiennent désormais à l'armée française. Si le mois de novembre était le mois de la viande locale chez nous, c'est en décembre que la Martinique l'a fête, avec de nombreuses animations organisées ce week-end par la coopérative des éleveurs. Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, cette initiative devrait être bien accueillie. Reportage de Guy-Raphaël René. Jean-Claude est éleveur de porcs créoles en semi-liberté. Sur 3 hectares, chaque année, il produit en moyenne 380 porcelets. Une technique qu'il a choisie pour la qualité de la viande issue de ce type d'élevage. Un cochon en semi-liberté, on peut l'annuler autrement. Je ne vais pas dire qu'on ne donne pas de grain, il faut obligatoirement du grain, mais on peut associer au grain d'autres produits comme des légumes, comme de l'herbe, comme de la banane. Mais en bâtiment, on ne peut pas faire ça, c'est que du grain qu'on donne. Bon, c'est juste pour améliorer, je ne vais pas dire que c'est la meilleure qualité, mais c'est juste pour améliorer la qualité. Et puis la bête, elle est moins stressée, elle est dans son milieu naturel. Une technique qui a ses limites puisque le taux de mortalité des porcelets est plus élevé que dans des élevages en bâtiment à cause de la boue. Un impact économique non négligeable pour l'activité. On peine à boucler nos mois, à acheter nos aliments. Il faut aujourd'hui que j'améliore mon cheptel pour pouvoir remplir le bâtiment. Quand mon bâtiment n'est pas rempli, je ne peux pas livrer au maximum pour pouvoir avoir une trésorerie normale. Alors, il manque de la trésorerie parce que je ne livre pas suffisamment. Chaque année, il livre environ 450 têtes à la coopérative. Aujourd'hui, cette cargaison destinée à l'abattage comprend 25 porcs. Comme Jean-Claude, ils sont 32 éleveurs locaux à livrer leurs porcs à la COPMAR. La coopérative récupère les carcasses à la sortie de l'abattoir, découpe et conditionne la viande avant de l'introduire sur le marché. On propose du
De la queue au groin du porc, on propose tous les produits possibles et inimaginables. Le client va retrouver tout ce qui est ragoût, côte, ouelle, travers. En fait, l'ensemble de la découpe secondaire du porc. Et l'autre volet, c'est le volet transformation, avec notamment des produits de charcuterie crue, comme tout ce qui est chipolata, et la gamme cuite, avec tout ce qui est pâté de campagne, fromage de tête, rillettes. Ici, dans ce nouvel atelier opérationnel depuis juin 2016, on découpe toutes sortes de viandes, mais la spécialité reste le porc. Chaque année, 500 tonnes de viande porcine sont produites pour la commercialisation. La direction souhaite produire plus pour réduire les importations de viande de porc, ainsi que ses produits dérivés. L'objectif de l'accompagnement, c'est de pouvoir aller le plus loin possible dans la gamme de produits, mais renforcer le taux de couverture. Aujourd'hui, qui est de l'ordre de 10% de la production, ce qui nous laisse penser qu'il y a une marge de progrès énorme, importante. Et donc les outils structurants dont s'est dotée la profession et l'accompagnement à travers cet atelier de découpe, puisqu'elle découpe depuis plusieurs années, doit permettre de pouvoir améliorer le taux de couverture et donc de passer à des niveaux beaucoup plus importants. En période de fin d'année, la structure traite 250 porcs par semaine au lieu de 100 le reste de l'année. La consommation de viande porcine s'élève à 5000 tonnes par an en Martinique, dont 1000 tonnes produites localement. Direction la Guadeloupe maintenant. À Anse-Bertrand, plusieurs enfants seraient tombés malades après avoir pris leur repas à la cantine centrale de Gerty, cantine dans laquelle les rats seraient rois selon plusieurs témoignages. Y a-t-il un lien entre l'état physique des enfants et l'état sanitaire des lieux? Linda Kayarsi a tenté d'y voir plus clair. Tout est parti dans l'arrêté pris la semaine dernière. Le maire informe ses administrés que la très petite section de Guéry sera fermée jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'hygiène. Certains parents d'élèves qui apprennent la nouvelle par voie de presse s'interrogent. Alors c'est vrai que quand vous entendez ça, vous vous posez la question, puisque il faut savoir que cette TPS est contiguë, mais juste accolée même avec la cantine où nos élèves, nos enfants de Guéry mangent. Alors c'est vrai que le jeudi matin, les parents, depuis le mercredi soir, on s'est posé la question, mais pourquoi il a fermé l'école, puisqu'on est au courant de rien. S'ensuit alors un état des lieux improvisé par les parents d'élèves. Ce qu'ils découvrent est surprenant. On a vu des crottes de rats, des trous, au niveau du muret, il y avait des trous, il y a des fenêtres qui ne se ferment pas, de l'eau qui rentre. Au niveau de ce même bâtiment, on a fait le tour, et on a vu qu'il y avait des portes ouvertes, il y avait un squat qui se faisait derrière. Atterrés par une telle découverte, ils montent au créneau, manifestent, interpellent le maire. Rapidement, des décisions sanitaires sont prises. Nous faisons préventivement une dératisation 4 fois par an dans les 5 écoles de la commune. Et si à l'intervalle de ces dératisations habituelles, il y a une signalisation qui se fait, comme c'est le cas maintenant, nous faisons une dératisation supplémentaire. Ces problèmes d'hygiène sont récurrents dans la commune. Et cet arrêté, daté d'avril 2017, en atteste. Une situation intolérable pour les parents d'élèves qui craignent pour la santé de leurs enfants. Au niveau de l'école de Guéry, nous avons des enfants, nous avons une vingtaine d'enfants qui sont tombés malades. Il y en a encore qui sont malades, avec des fièvres, avec des poussées de fièvre de jusqu'à 40, des maux de ventre, des vomissements. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils ont. Nos enfants sont en danger. Surtout, il ne faut pas oublier que nous venons d'avoir un incendie au niveau du CHU. Leptocirrhose, ça ne joue pas. Du côté de la municipalité, il n'y a aucune inquiétude, voire de manifestations cliniques avérées, donc liées à la leptospirose. Les symptômes évoqués par les parents n'ont rien à voir avec la leptospirose. L'inspecteur d'éducation, M. Hassan Dib Sébastien, a saisi donc le médecin scolaire et aujourd'hui il est prévu que ce médecin vienne pour recueillir tous les renseignements et qu'on puisse mener une enquête en bonne et due forme pour pouvoir protéger la santé des enfants. En attendant, la très petite section de la commune et l'école primaire de Campèche, aussi concernés par ces problèmes d'hygiène, resteront fermés jusqu'à nouvel ordre, ainsi que le réfectoire de Guéry par la même occasion. La restauration est délocalisée au centre de loisirs associé à l'école. Concernant Guéry, l'école primaire de Guéry a déjà réouvert. Donc ce matin, les enfants de Guéry, l'école élémentaire, ont été en classe et ils ne mangent plus au réfectoire de Guéry, mais ils mangent au CLAE de Guéry
Et ça va rester comme ça jusqu'à nouvel ordre. Dès demain, un état des lieux de l'école primaire de Campêche, en présence du maire, de l'inspectrice de circonscription et d'un inspecteur de sécurité de l'éducation nationale, pour une réouverture jeudi, au plus tard lundi. Plus jeune, j'étais complexée par mon physique qui, pour moi, ne correspondait pas aux standards de beauté. Avec le temps, j'ai compris que la norme n'existait pas. J'ai appris à m'aimer telle que je suis. Ces mots reflètent l'humilité et surtout la force de caractère de Ruth Briquet, qui briguera le titre de Miss France le 16 décembre prochain. Quand nos gangans vont à la rencontre du peuple purmier, cela donne un moment d'échange riche en traditions et en coutumes. L'association Adiavi a permis à nos aïeux d'apprendre la vannerie amérindienne au village Yapara. Le président de l'association revient sur cette expérience au micro de Pierre Tréfou. Cet après-midi, au village amérindien de Yapara, un atelier vannerie était organisé par le Centre communal d'action sociale de Makuria et l'association amérindienne Adiavi. Ce que nous apportons, c'est que nous voulons transmettre notre savoir-faire, notre tradition, notre confection dans la vannerie. Ces ateliers ont pour but de lutter contre l'isolement des personnes âgées tout en leur faisant découvrir la vannerie amérindienne. Je trempe la liane pour faire les rebords comme ça. La finition. Mais elle est allée mouiller. Ça me permet aussi de rencontrer. C'est vrai que j'achetais chez les Amérindiens, mais maintenant c'est notre relation. Quand on a fait les paniers ensemble, quand on a discuté, on a échangé. Et bon, ce n'est qu'agréable, quoi. Et en fait, retrouver comme élève des anciennes copines, connaissances. Alors c'est toujours agréable. C'est aussi l'occasion pour les Amérindiens de transmettre leur culture aux Gangans, plus intéressés que les Timouns. On apprend effectivement là, nos personnes, nos grands-parents, nos parents donc apprennent. Et le but justement, c'est d'après qu'ils puissent transmettre à leurs enfants ce qu'ils ont appris. Puisque si effectivement on prenait les jeunes, on les amenait directement là, à part quelques-uns peut-être qui sont véritablement intéressés par l'art, mais quand c'est transmis directement par la famille, par une lignée, ça a beaucoup plus de symboles et ça a beaucoup plus de poids. Ces ateliers s'étalent sur 2 mois. Les paniers seront soit vendus, soit ils seront des pièces d'une exposition consacrée à la vannerie qui est prévue pour mi-janvier. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, rappel des principaux titres de ce 6 décembre. Quelle perspective pour la Guyane en 2040? Des scénarios ont été proposés dans le cadre des rendez-vous du Césaire qui se sont tenus aujourd'hui à la CTG, une occasion de se projeter en présence des acteurs du changement. Des promesses qui ne seront pas tenues, c'est l'avis du syndicat UTG du Char quant aux annonces du président de la République sur la future construction des centres hospitaliers de Maripasoula et de Saint-Georges. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, la preuve avec les membres de l'association Adiavi qui se sont initiés à la vannerie amérindienne au sein du village de Yapara à Makuria. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV. Belle bonsoir, c'est Mounian.